assez considérable. Et là aussi, ça demande d'utiliser des modélisations pour le coupler à les différents paramètres de la trajectoire et d'optimiser sur ces paramètres. Les paramètres, c'est la hauteur de vol, les hauteurs de vol, les vitesses, les configurations, est-ce qu'on sort le train plus ou moins tôt, est-ce qu'on sort les hypercentateurs plus ou moins tôt. Donc là, un constructeur comme Dassault, il a dû développer ce type de modélisation donc en collaboration, dans les collaborations de type Iroquois. Alors maintenant, sur les avions militaires, on parlait pas beaucoup du bruit. Un avion militaire, il vaut mieux qu'il fasse du bruit pour montrer sa présence. Mais dans les phases d'entraînement, on sent que de plus en plus, on nous demande d'être capable éventuellement de savoir réduire le bruit avec des kits qui pourraient être mis sur l'avion spécifiques pour les phases d'entraînement. On a eu dans les années précédentes des demandes très spécifiques auprès de nos prospects export sur des capacités de maîtrise du bruit de nos avions. C'était un des éléments de comparaison des différentes propositions d'avions. Pour ne pas le nommer, c'est la Suisse qui se préoccupait de ces questions de bruit émis par les avions militaires. Donc on sent aussi que c'est une problématique qui peut être importante pour les opérations d'entraînement. Michel Laroche, chez Safran, c'est un peu votre métier en tant que directeur général adjoint. Vous vous intéressez aux moteurs, bien sûr, mais aussi aux nacelles, aux trains d'atterrissage, à tous les systèmes. Et est-ce qu'un travail transversal est possible dans le cadre d'Iroquois pour arriver à toujours des réductions de bruit? Mais dans le cadre d'Iroquois et en dehors d'Iroquois, le transversal est fondamental. Malheureusement, le moteur est une source, mais la première idée, c'est d'essayer de confiner le moteur dans une nacelle pour traiter son bruit et en limiter l'impact au sol. Mais ceci n'est pas traitable simplement par quelques essais. La compréhension des phénomènes d'émission est fondamentale parce que, comme ça a été expliqué plusieurs fois autour de la table, ce qui compte, c'est l'équilibre des perceptions entre un grand nombre de conditions d'utilisation du moteur. Et donc, savoir qu'un moteur est silencieux en un point donné, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir prévoir dans tous ces domaines d'usage que, il est, si possible, intrinsèquement le plus silencieux possible. Donc, c'est la réduction à la source dans les phénomènes élémentaires de génération du bruit. Deuxièmement, qu'on sait prévoir quel type de bruit on génère pour pouvoir adapter les traitements acoustiques, les traitements de réduction du bruit émis par l'avion en dehors. Donc, ça passe par la connaissance. Indiscutablement, l'innovation dans notre domaine, sur ce sujet comme dans beaucoup d'autres, passe par une amélioration de la connaissance, par l'amour. C'est ce qu'on appelle une innovation qui est knowledge push, je dirais. Donc, ces travaux de coordination de tous les moyens de recherche, d'orientation par les besoins non seulement de nous-mêmes, mais du système dans lequel on s'inscrit, sont effectivement de caractère stratégique. Et si on peut gagner un dB par rapport à la concurrence 2 années plus tôt, c'est un atout concurrentiel fondamental. Pierre Guillon, vous êtes directeur de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes du CNRS, mais vous êtes assez connu comme spécialiste des sciences et des technologies de l'information et de la communication. Et comment voyez-vous l'équilibre entre l'expérimental et le numérique dans le cadre d'Iroquois? Ça a été évoqué par Denis Mauguin qui nous parlait d'un ordinateur qui était concurrent en termes d'énergie avec une soufflerie. Oui, donc tout d'abord l'Institut dont vous parlez, l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes, est un des 10 instituts du CNRS. Par rapport à ces autres instituts, je pense que le nôtre est plutôt tourné vers, bien sûr, les activités sont tournées vers la compréhension des phénomènes, mais aussi vers, et c'est une longue tradition, pour répondre aux besoins de la société et des industriels, ce qui fait qu'on a collaboré avec les industriels et avec les autres organismes depuis très longtemps. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, moi je suis plutôt effectivement du domaine des sciences et technologies de l'information, mais l'Institut couvre aussi les sciences et technologies de la mécanique, de l'énergétique et même des procédés.
Et je pense que ce que disait Denis Maugard était probablement vrai. Effectivement, il faut se tourner vers des outils de simulation qui font appel à des ordinateurs qui vont dépenser beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais ça me permet de rebondir aussi pour rappeler que je pense qu'Iroquois devrait probablement élargir sa base. Élargir sa base parce que probablement sur les SHS, les sciences humaines et sociales, parce que pour les études d'impact ça va être important, mais pour en revenir aux sciences et technologies de l'information, je pense vraiment que les ordinateurs hexaflopiques qui existeront en 2025 ou 2030 ou un peu plus tard, ils vont nécessiter des algorithmes, ils vont nécessiter des outils informatiques très importants, et donc il faudrait dès à présent penser à élargir le recours aux mathématiciens, aux informaticiens, justement pour pouvoir utiliser les technologies de l'information pour faire de la simulation avec des outils très puissants. Denis Maugard, qu'est-ce que vous en pensez? Denis Maugard, le président directeur général de l'ONERA. Oui, effectivement, on est tous côté scientifique et attentifs à l'évolution des moyens de calcul. Et c'est vrai qu'il y a à la fois à faire ce que dit à l'instant Pierre, c'est-à-dire mettre en place des algorithmes qui permettent d'utiliser le mieux possible la capacité accrue de l'informatique et avec des nouvelles architectures et en tirer parti le mieux possible. C'est vrai qu'il y a une communauté scientifique française, il y a une RIA, il y a le SAFAX, qui est très en pointe sur ce sujet, et il faut en même temps que simultanément nous arrivions à mettre plus de physique et plus de validation à l'origine dans le logiciel, parce que le meilleur logiciel du monde ne peut donner que la physique qu'il a à l'intérieur. Voilà. Et donc ça passe par une meilleure compréhension des phénomènes, très en amont, et ça passe aussi par des validations et donc des bases de données de mesure, et encore beaucoup de domaines dans lesquels il manque ces bases de données pour faire des validations correctes. Des questions sur ces sujets? On ne peut que se féliciter d'avoir de nouveaux adhérents. Il y en a un qui est parti. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il est parti? Parce que les hélicoptères font plus de bruit ou... Question. En plus, ils ne sont pas là pour répondre à la question. Je pense que ça fait partie des choses auxquelles il faudra travailler dans les prochains mois au sein du CORAC, dont ils font encore partie, j'espère. Mais c'est une excellente question parce que, comme l'a dit Patrick, les hélicoptères font du bruit d'une façon telle que là, vraiment. Bon, mais c'est pas pour autant qu'on ait arrêté les travaux scientifiques, parce que ça a été mentionné tout à l'heure. Les nouvelles pales qui viennent sur le 655 sont la suite des travaux Erato qui a été fait à l'INRA, de la Dugali, normalement, énormément de décibels. Donc, c'est pas une absence qui est une conséquence scientifique, mais c'est vrai que sur l'institutionnel, je pense que c'est un message à retransmettre au CORAC, faire en sorte que cet aspect-là, qui est très important, soit communiqué. Si je peux me permettre, pendant que j'ai le micro, là, je vais faire de la technique. Vous parlez des jets pulsés, là. Est-ce que au niveau Safran, vous avez estimé quelles étaient les conséquences sur un plein moteur? Quelle est la surmasse, quelle est la complexité de mettre un tel système à l'extrémité du moteur? Voilà, là on parle de solution, puisque la question était adressée à Safran, je vais essayer d'y répondre, même si je suis pas. Je vais essayer de dire des choses. Je pense qu'il faut séparer deux choses, la compréhension effectivement du phénomène et la compréhension ou l'identification d'une voie de progrès et ensuite l'application. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît. Quand on a commencé les travaux dans le spatial, on a dit l'apesanteur c'est fantastique, on va pouvoir y faire des choses et on a planifié des usines en orbite pour utiliser les caractéristiques de l'apesanteur. Et en fait, les expériences en apesanteur ont permis de comprendre des phénomènes et on a contourné l'apesanteur et les usines elles sont restées par terre et elles utilisent des caractéristiques, des propriétés qu'on a su développer en apesanteur. Je pense que dans le cadre des jets, on est un peu à ce stade-là. Ça ne veut pas dire que la solution ne sera pas dans les jets, mais avec les jets, on explore une solution où, ça a été dit, on agrandit le potentiel, alors qu'avec, c'est paradoxal,
avec les chevrons, on réduit le cône potentiel en accélérant le mélange par une création de microturbulences à la jonction des jets. Je fais court. Donc c'est intéressant de voir, vu de mon point de vue, en peut-être un peu trop de recul, c'est intéressant de voir que deux procédés apparemment opposés amènent à des modifications de la génération sonore intéressantes tous les deux. Donc on n'est pas au bout de l'exploitation et on n'est pas encore à l'aube tout à fait d'une solution totalement opérationnelle. Je pense qu'il faut qu'on comprenne ce que veulent dire ces messages que nous envoie la science, avant de dire on appliquera ou on n'appliquera pas. Alors ceci étant, les jets, on a évoqué une vitesse, 500 mètres par seconde. 500 mètres par seconde, ça nous embête un peu, parce que c'est plus rapide que la vitesse des gaz Eiffel. Bon, on préférerait faire ça à 300 mètres seconde. Si on obtient le même résultat à 300 mètres seconde, l'architecture technologique sera plus simple. 500 mètres, il faut aller chercher de la contenue. C'est un peu plus long. Voilà, mais on n'en est pas, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, on n'est pas là. On a mis le doigt sur des phénomènes très intéressants. Il faut progressivement les transmettre dans une solution opérationnelle. Et mieux comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mieux comprendre, c'est ça qui ouvre la voie de l'innovation, dans notre cas. D'autres questions? Madame? Cosmos. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la gêne perçue, l'effet du bruit. Donc à quelle échelle de temps est-ce qu'on peut espérer voir apparaître une métrique de la perception, prenant en compte donc sa perception justement par les gens au sol, et est-ce que ça pourrait être utilisé donc, pour la prochaine génération? Je réponds. Enfin, je peux dire quelques mots là-dessus. Les indicateurs qui existent aujourd'hui prennent déjà en compte un certain nombre d'éléments de perception. Par exemple, quand on compte pour 10 un rayon de nuit par rapport de jour, c'est un électeur de perception. Il y a également donc, des décibels très compliqués qui, je ne suis pas politicien, mais des décibels très compliqués qui effectivement prennent en compte les différents spectres et les sensibilités. Donc, si vous voulez, il y a déjà des outils qui existent de ce côté-là. Ça peut être amélioré, enfin, il y a déjà des métriques qui existent. Si je peux juste compléter un petit peu, je crois qu'en termes d'extension de la base d'Iroquois, c'est vrai qu'une extension du côté des sciences humaines, de la psychologie, est certainement intéressante parce que, Patrick Gandhi en a parlé ce matin, il y a une notion de musique du bruit et de agréable ou désagréable. En fait, c'est pas forcément tout le bruit qui est contesté, c'est le côté désagréable du bruit. Donc c'est certaines raies de fréquences qui sont particulièrement gênantes. Donc c'est cette perception du bruit qui serait intéressant de transformer en quel peut être un bruit acceptable. Aujourd'hui, dans le cadre de ACARE, on a fixé un objectif de réduction de 50% du bruit. Est-ce que c'est suffisant pour rendre le bruit acceptable? On n'en sait absolument rien. Peut-être qu'après avoir réduit de 50% le bruit, on s'apercevra qu'on a toujours le même problème avec les riverains, qui entre-temps, bien sûr, se seront rapprochés, puisque l'urbanisme continue, et ils se seront rapprochés des pistes. Donc je pense que cette réflexion sur comment on peut définir ce qu'est un bruit acceptable nous permettrait aussi de mieux fixer les objectifs. Donc on a l'habitude de les fixer en fonction des technologies disponibles, de ce que l'on connaît et de ce que l'on prévoit comme évolution de ces technologies pour se fixer des objectifs. On pourra avoir la démarche inverse, c'est de repartir de l'acceptabilité du bruit, à condition de savoir la définir, et puis de fixer un objectif qui sera en fonction de cette acceptabilité. D'autres questions? Oui.